Depuis une année, le virus détermine notre vie pour le meilleur et pour le pire. Et la question est de savoir qu'est-ce que cela fait de nous et comment notre psychisme se sent. Le stress mental et psychique pendant la deuxième lame de fond du virus en automne par rapport au premier confinement est donc beaucoup plus grave et beaucoup plus nocif. Et c'est bien le sujet de Dominique Dockervin de l'Université de Bâle avec son équipe dans le cadre des Swiss Corona Stress Study. À l'heure actuelle, Dominique Dockervin devrait être en duplex. Il est de Bâle. Est-ce que la liaison fonctionne? Vous êtes en chair et en ess. Bonjour. Eh bien, vous pouvez démarrer, Monsieur Dockervin. Nous sommes tout à fait curieux de vos propos. Allez-y. Merci, Madame Hasler. Je vous dis un grand merci pour l'invitation qui m'a été faite et la possibilité de présenter la Swiss Corona Stress Study. Il s'agit donc des conséquences mentales de la crise virale, mais dans un premier temps, vous me permettrez à titre général de cerner le phénomène du stress. Si nous nous engageons dans une situation périlleuse ou stressante, comme on dit, eh bien, il faut dire l'amygdale dans notre cerveau est en train de s'activer, qui répond d'émotivité. Et il y a toute une cascade de conséquences physiologiques et réactions qui se déterminent. Le sympathique s'active, l'adrénaline et le cortisol. On est donc en état d'extrême vigilance, le cœur palpite, etc. Il y a aussi de la glucose, etc. Tout cela est donc préparé pour réagir, soit qu'on se bat, soit qu'on se sauve. Et c'est ainsi qu'on aimerait donc neutraliser cette situation périlleuse ou dangereuse. Mais il n'y a pas seulement cette physiologie qui se met en scène. La réaction stressante nous permet de soulever des défis dans le sport, par exemple. Mais pas seulement dans les sports, aussi dans le contexte professionnel ou en voie de formation. À travers le stress, nous pouvons attiser la résilience de notre performance et de notre résistance. Avec la notion du stress, nous mettons en corrélation plutôt cette image que voici, la désespérance, être dépité. Dès lors, le stress donne-t-il un coup de main? Et quand le stress devient nocif, y a-t-il un point de bascule aussi? C'est une question extrêmement complexe et à multiples strates. J'ai essayé, quant à moi, de mettre en exergue deux éléments. Le stress devient nocif si, pendant un certain temps, eh bien, l'énergie dégagée par le stress ne suffit pas pour relever tous les défis et suffire à ses exigences. Et s'il n'y a pas assez de temps pour un recouvrement des forces. Donc, nous pouvons de façon très intense travailler par rapport à un certain défi. Là, la réaction du stress nous libère l'énergie, permet de mobiliser nos résiliences, nos ressources. Mais par la suite, il faut un temps de recouvrement. Mais si directement, après donc ce stress, il y a une deuxième vague qui s'ensuit, cela peut donc nous désarçonner et peut profondément nous déséquilibrer de façon périlleuse. Et un stress chronifié, quant à lui, non seulement est une mauvaise expérience, mais pis encore, le stress chronique est aussi un facteur à risque pour une dépression nerveuse, un burn-out, des maladies cardiovasculaires et de dépendance, diabète, prise pondérale, maladies infectieuses, même le cancer, manifestement, peut être attisé par le stress. Notamment, le cortisol peut favoriser des métastases. Quelques faits sur le stress en Suisse. Avant la pandémie, plus d'un quart des personnes travaillant de façon lucrative souffrent du stress dans le monde professionnel et plus d'un quart des enfants est déjà stressé régulièrement par l'école. Et l'index du stress sanitaire s'attend que le stress cause des frais de plus de 6 milliards de grands ou de petits francs suisses par année. Tout cela, entre autres, nous a motivés, mesdames et messieurs, de faire un réseau de stress, le stressnetwork.ch, qui réunit une communauté de scientifiques avec le professeur Sandy de l'EPFL. Il s'agit d'un réseau national de scientifiques, hommes et femmes, issus de plusieurs domaines,
de la recherche, la médecine, la biologie, la psychologie, l'économie, la pharmacologie et la sociologie, tous pour enquêter sur le stress de plusieurs villes, de plusieurs sites universitaires de Suisse. Nous soutenons la coopération scientifique et épistémologique entre les disciplines. C'est très important parce que la recherche sur le stress est protéiforme et nous profitons les uns des autres. Et surtout, nous avons une tâche de sensibiliser l'opinion publique et la politique à l'importance de la recherche scientifique portant sur le stress. Ici, vous voyez un symposium de 2019. Vous voyez le porteur Nobel du prix, Elizabeth Blackburn, qui donc a présenté ici ses résultats scientifiques et insisté sur l'importance de l'épistémologie sur le stress. Mais encore davantage de publicité pour le porte-prix Nobel en matière du stress a été fait ce sacré petit virus, coronavirus, qui donc nous a littéralement pris d'assaut dès février-mars 2020 et de façon immédiate, nous avons donc planifié une étude. Le Swiss Corona Stress Study, planifié en mois de mars, et la première enquête, nous l'avions réalisée au début du mois d'avril 2020, donc en plein confinement. Voici donc la première vague de résultats avec plus de 10 000 participantes et participants. Par la suite a donné, cela s'est déroulé en 3 langues aux 4 coins de la Confédération suisse. Deuxième vague d'enquête avec plus de 10 000 participants en mois de mai, pendant les premiers assouplissements du confinement, et donc une troisième enquête a été faite en deuxième vague en mois de novembre. Mesdames et messieurs, quels sont les résultats de cette étude? Regardons tout d'abord les résultats les plus importants. Il y avait toute une querelle, je vous cite que les résultats les plus importants. En confinement, eh bien, nous avons saisi la modification du ressenti du stress avant le virus et pendant le virus. Qu'en est-il avant, qu'en est-il maintenant? En matière de la sensibilité du stress, 50% des personnes questionnées disaient qu'ils avaient davantage de stress, mais 24% disaient qu'il n'y avait pas de modification et 26% avaient même une réduction du stress, ce qui nous a quand même assez éberlués, à vrai dire. Et nous avons donc passé au crible les données. Comment peut-on expliquer cette dichotomie? Et cela s'expliquait avec davantage de temps pour recouvrer ses forces pendant le confinement et moins d'obligations au sein de l'école ou du corps de métier et aussi moins d'obligations socio-privées. Donc, pour d'aucuns, un quart des personnes questionnées, eh bien, le confinement et le virus avaient plutôt réduit le stress. Et je crois que c'est une importante prise de position parce que nous savons que beaucoup de personnes, avant la pandémie, étaient déjà stressées, un quart était déjà stressé, dans la profession en tout cas. Donc, nous constatons qu'il y a des remèdes relativement simples, des mesures relativement simples pour réduire le stress et pour le rendre moins dangereux. Il faudrait qu'on retienne cette leçon aussi pour la structuration de l'avenir et pour la prévention du stress. Regardons à l'heure actuelle ce qu'il en est du public qui avaient enregistré qu'ils avaient davantage de stress. Quels étaient les facteurs promotionnels de stress? D'une part, la charge par la modification au sein de l'école et du travail, l'encadrement des enfants en confinement. Ensuite, donc, vivre seul, les personnes solitaires, peur du futur, moins de sociabilité avec autrui, des libertés personnelles fortement restreintes, le changement de l'analogue vers le numérique, la distance de 2 mètres, surtout la distanciation sociale qui était un grand défi, ensuite davantage de conflits à domicile, violences domestiques et aussi la peur que quelqu'un, des amis ou de la parenté pourrait mourir du virus ou tomber gravement malade. Je ne vais pas vous démontrer les résultats de la deuxième enquête, mais ces résultats étaient similaires par rapport à ceux du confinement. Je crois que c'était le temps de l'assouplissement de ces mesures, mais les niveaux de stress étaient très élevés, de même que les taux d'infection.
Ce qui se régressait, c'était la peur du virus. On savait que ce n'est pas un virus aussi terrifiant qu'en Italie du Nord, en Lombardie. Donc la peur s'est réduite un peu, mais le stress et la sensibilité ont campé sur un niveau très élevé. La troisième enquête, après la deuxième lame de fond d'infection, ici nous sommes en novembre 2020. Et là, nous voyons que la quote-part des personnes qui indiquent un stress maximum ont été augmentés donc à 20%. En avril, on était à 11%, mais en 12%, et voici donc à 20% en novembre. Stress maximum. Le niveau du stress a été mis en corrélation avec les charges à cause des angoisses par rapport au futur, des changements au sein du travail et de l'école, des conflits domestiques et aussi des pertes financières, des peurs existentielles matérielles. Ces facteurs, donc, ont pondéré leur importance par rapport au confinement, ils étaient moins importants. La charge par une coexistence sociale limitée, donc l'isolement des personnes, et aussi la peur que quelqu'un pourrait tomber malade, voire qu'on aurait donc des trépassés à déplorer. C'est un facteur tout aussi réel que douloureux. Le stress, mesdames et messieurs, comme mentionné, est un facteur à risque pour le développement de symptômes dépressifs et même pour le développement de dépression. Voici le déroulement de la pandémie. Que s'est-il fait en matière de la quote-part des personnes avec des symptômes dépressifs très forts? Vous constatez au mois de février, il s'agit là donc d'un ratio rétrospectif de la première enquête, 3,4%. En principe, c'est un peu plus élevé que ce qu'on avait constaté il y a quelques années au niveau des statistiques de l'OFSP. Par la suite, vous constatez quand même une sacrée hausse à 9,1% pendant le confinement, mars-avril. Pas du tout de recul lors de l'assouplissement des mesures et l'augmentation a passé 18% en novembre 2020. Les vagues d'enquête n'ont pas de distinguo sociodémographique différent. Ils sont identiques, bien que l'étude en tant que telle ne soit pas véritablement représentative. C'est une étude en ligne et qui englobe bien sûr pas du tout tous les groupes sociaux, communautaires ou socioculturels pertinents. Quels sont les facteurs à risque en matière de symptômes dépressifs lourds? Est-ce que ces 18% sont répartis de façon égalitaire ou y a-t-il des facteurs à risque? De fait, nous avons détecté de tels facteurs de risque statistiquement tout à fait significatifs. D'une part, l'activité dans une branche qui est frappée par les mesures financières, l'hôtellerie-restauration, le tourisme. Nous avons constaté que personnes auprès desquelles les réserves financières se rétrécissent comme une peau de chagrin, avec 28%, sont doublement affectées par des symptômes dépressifs par rapport à des personnes qui ont des réserves financières non modifiées, voire accrues. Par la suite, nous avons relevé qu'il y a une corrélation entre l'âge, ici donc les groupes d'âge. Le groupe d'âge le plus jeune est le plus frappé. Cela diminue l'âge biologique avançant. Et les plus de 65 ans, là, la quote-part de personnes en dépression grave était la plus petite. Plus ça vieillit, moins c'est dépressif. En guise de comparaison, comment cela se faisait dans les autres périodes d'enquête, ici en avril, ici en mai, et voici donc la rétrospective du mois de février. Là, nous constatons que les gens les plus jeunes sont plus frappés par la dépression que les anciens, ce qui est aussi en corrélation avec les résultats d'autres études, notamment de l'OFSP, qui ont réalisé en matière de dépression avant le virus une répartition démographique similaire. Aussi, dans des conditions normales, il y a donc des différences en matière de dépression selon les classes d'âge, mais cela s'est encore aggravé dans le sillage délétère du coronavirus et de la pandémie COVID-19. Nous avons constaté que pendant la deuxième vague, il y avait une répartition suisse inégalée. La Suisse romande était plus fortement frappée que les cantons outre-Sarine, et nous avons fait une analyse complémentaire et relevé à cet égard et à cette occasion qu'il existe une corrélation
entre l'incidence de 7 jours pour de nouvelles infections, d'une part, et d'autre part, la quote-part de patients avec de grands troubles ou symptômes dépressifs. Et il est intéressant de se poser la question de savoir si la Suisse romande ou si les Genevois, notamment pendant le confinement du printemps avec une plus grande quote-part de personnes dépressives, tel n'était pas le cas. Voici donc ici la situation pendant le confinement du printemps où le niveau de l'incidence était moins élevé et il n'y avait pas de grande différence en matière des symptômes dépressifs. Tel que déjà annoncé, il y a aussi un impact économique extrêmement considérable. Avant la pandémie, eh bien, on pense que le stress nous coûte 7 milliards de francs par année. Nous avons calculé dans le Task Force que cela veut donc dire que l'augmentation du stress entraîne 600 millions de francs suisses par mois, en pensant que le niveau du stress serait donc celui du mois de novembre. Et récemment, dans le cadre du Task Force, nous avons développé quelques recommandations pour prévenir des problèmes psychiques ou mentaux. Comme facteur le plus important, nous avons réalisé qu'on doit réduire le nombre des cas pour donc endiguer la pandémie. Il ne faut pas oublier, au début de la chaîne causale de la pandémie se trouve donc cette épidémie et par la suite, vous avez les mesures qui s'en suivent, qui ont aussi, le cas échéant, des conséquences concomitantes. Des mesures pour compenser des pertes financières, des mesures aussi de réduire le stress dans les écoles, dans les universités, dans le monde socio-professionnel, des possibilités de décompter des consultations numériques, psychiatriques et psychologiques et le maintien et l'extension de la conscience publique pour les problèmes de la santé psychique et des possibilités thérapeutiques, de même que promotion d'une prévention basée sur une évidence comme des activités physiques ou corporelles. Voilà, je conclus ma communication et je rends le micro à Madame l'animatrice, Madame Hasler. Merci, Monsieur de Kervin, pour cette communication intéressante et aussi un peu consternante quand nous constatons ces courbes du mois de novembre. Mesdames et Messieurs, vous pouvez poser leurs questions. On va y rebondir dans un chassé-croisé de questions-réponses ultérieures. J'ai deux questions qui me trottent dans la tête, Monsieur de Kervin. Vous dites que les jeunes gens sont extrêmement vulnérables entre 14 et 24 ans par rapport aux personnes plus âgées. Y a-t-il des motivations que les jeunes résistent moins que les personnes plus âgées ou moins bien? Cela relève du domaine de la spéculation, mais c'est une comparaison par rapport à nos seniors, donc 65 plus. Là, il convient de dire qu'il y a aussi une certaine sécurité financière par l'AVS ou par la LPP, et peut-être que des personnes aînées sont moins frappées de ces mesures culturelles en matière de la limitation de la sociabilité, ont un autre rythme diurne que les jeunes, peut-être. Les gens plutôt jeunes, eh bien, sont essentiellement tributaires d'activités sociales qui sont fortement limitées. Les clubs sont fermés, les bars sont fermés, les bistrots bien sûr, les gens se sont esselés. Se rajoute aussi la pression scolaire. Cette pression scolaire augmente aussi. On pense qu'ils ont la vie devant eux, devant elles. Si une année est un peu au ralenti, mais apparemment, ils veulent vivre la vie hic et nunc, ici et maintenant. Encore une question, si vous le permettez. Vous avez évoqué les contre-mesures pour la réduction des stress dans les écoles. Dites-moi comment se présenteraient ces mesures scolaires anti-stress. Eh bien, ce sont les écoles qui doivent élaborer de leur propre chef cela. Le facteur le plus important, c'est d'affûter la conscience que les jeunes gens sont fortement affectés par le virus dans leur mentalité et comment le stress s'expliquait-il avant la pandémie. Donc, un quart des jeunes dit qu'ils sont stressés par l'école, par exemple, et par l'apprentissage. Et je crois que cela est l'attraction principale auprès de la jeunesse. Donc, on imagine si des écoles
fermés, étaient confinés, mais plus tard aussi, qu'on est en situation de quarantaine, eh bien, on rate les matières de l'école. Si maintenant, mordicus, il faut donc répéter cette matière ratée, il y a une densification du savoir et c'est un stress parfois presque insupportable. La formation est très importante, évidemment, mais n'oublions pas, eh bien, que c'est aussi que la formation un facteur de stress. Et si on met des pressions complémentaires, le stress va s'augmentant. Donc, il faut qu'on réfléchisse si le plan didactique de nos écoles ne devrait pas être en voie de flexibilisation, pas forcément en voie de réduction, mais qu'on mette d'autres priorités plus souples. Aussi, si on fait du téléenseignement, donc il faudrait flexibiliser cela. C'est sans doute une prise de conscience importante. J'aimerais encore renchérir. On est à nouveau dans une espèce de confinement partiel, mais les écoles sont ouvertes. Est-ce que vous pensez que la politique maîtrise la situation? La politique est-elle consciente des conséquences psychiques de ces confinements partiels et répétitifs? Au fil de ces dernières semaines, on le discute dans l'espace public de plus en plus, aussi en corrélation avec les fermetures d'écoles, mais à titre général, en corrélation avec la fermeture d'entreprises, notamment la restauration gastronomie, l'hôtellerie aussi. Donc, il faut dire que ces mesures ont toujours des effets secondaires ou concomitants, même si ces mesures sont indispensables à des fins sanitaires. Mais oui, les mesures sont en effet indispensables pour endiguer la pandémie et pour contrôler la situation sanitaire. Mais il faut voir aussi, peut-on peut-être aussi calfeutrer ces conséquences secondaires ou concomitantes? Évidemment, supprimer toutes les mesures sanitaires pour qu'il y ait moins de conséquences concomitantes, cela se traduirait par une catastrophe virologique et pandémique. Merci pour l'instant, Monsieur Dominique de Kerma. Vous restez en ligne parce qu'on va encore reprendre tout à l'heure les questions du public lors du chassé-croisé de questions-réponses. Pour l'instant, un grand merci.